Parce qu'ils ont pour seul fondement d'être inhérents à la nature humaine, les droits de l'homme sont universels, identiques pour tous et inaliénables. Telle est la définition donnée des droits humains. Une notion, une valeur, un idéal amplement partagé de par les mondes. De tout temps, la question des droits de l'homme est restée au centre des débats des sociétés sur toutes les latitudes. Seuls les résultats marquent la différence. À Djibouti, les droits fondamentaux sont garantis par la Constitution. De nombreux instruments juridiques ont été mis en place pour veiller au respect de ces droits. En outre, le gouvernement s'est résolument engagé dans une politique ambitieuse visant à promouvoir les droits de l'homme dans leur ensemble. Cette avancée sur le chemin des droits de l'homme, qui ne se résume pas aux seuls droits civils et politiques, est parfois décrite et décriée par certains sur le web. Devant certains fantasmes, la réalité parle d'elle-même. Les droits de l'homme constituent les fondements même de la politique gouvernementale à Djibouti, tant dans ses fondamentaux que dans ses aspects civils et politiques. En effet, l'examen des actions entreprises et des réformes engagées dégage un aperçu général des résultats dans le domaine des droits humains. Dans un aperçu sommaire et non exhaustif, on peut citer notamment qu'en matière d'éducation, la politique de l'école pour tous est obligatoire et destinée à ouvrir les portes de l'école et à l'accès à l'éducation de tous les enfants sans distinction des nationalités. Une mesure qui permet aux enfants des familles immigrées d'être scolarisés au même titre que les nationaux. Ces efforts ont donné leurs fruits. Le taux de parité entre filles et garçons est aujourd'hui de 0,98%. La santé également est un domaine où l'accès aux soins n'est pas limité uniquement aux nationaux. Permettre une couverture sanitaire adéquate aux populations locales, c'est bien, mais aussi offrir cette possibilité aux immigrants des pays voisins, c'est encore mieux. Si à titre d'exemple, le centre antituberculeux Paul Faure jouit d'une aussi grande célébrité et reste connu dans la région de la Corne, c'est parce qu'il offre une garantie des soins à toute cette population de la région sans distinction des races, de religions et encore moins des nationalités. Cette même population bénéficie également au même titre que les Djiboutiens d'une couverture vaccinale durant toutes les campagnes de vaccination. Bien que la République de Djibouti reste un pays aux ressources financières très limitées et que cette couverture médicale allant au-delà de ses frontières pèse beaucoup sur ses finances, elle répond à un souci constant des droits humains. Pour ce qui est du droit fondamental de l'accès à l'eau, le gouvernement a entrepris des grandes réformes institutionnelles qui ont débouché sur le développement d'une stratégie de l'eau, ainsi que la publication du Code de l'eau. Pour atténuer l'impact de la sécheresse récurrente que connaît le pays depuis 2006, les réalisations suivantes ont été entreprises. 20 nouveaux forages pour renforcer l'alimentation en eau potable de la capitale et des centres urbains de l'intérieur. La réalisation de 30 nouveaux forages qui ont permis l'accès à l'eau de plus de 100 000 personnes et à leur cheptel en milieu rural. La réhabilitation de plus de 100 puits cimentés. L'aménagement de plus de 10 sources naturelles, y compris aux services sociaux de base, notamment aux écoles et dispensaires communautaires, équipement de plus de 70 stations de pompage rurales en système d'énergie solaire, afin d'éviter les dépenses liées à l'achat des carburants et l'accès permanent à l'eau en milieu rural. En ce qui concerne la question du genre et l'implication de la femme, Djibouti s'est doté d'une politique pour la période 2011-2021 adoptée sous forme de loi, avec pour principal objectif d'œuvrer à l'instauration de l'éthique et de l'égalité du genre conformément aux engagements régionaux et internationaux traitant des droits économiques, sociaux et culturels des femmes. Cette politique a permis aux femmes d'entrer à l'Assemblée nationale, au gouvernement et dans la haute administration. La mise en œuvre de cette politique a permis de renforcer les droits de la femme, particulièrement en ce qui concerne son intégrité physique et de sa pleine participation au processus de développement économique et politique. Dans la lutte contre la pauvreté, le secrétariat d'État à la solidarité nationale est en charge de la mise en œuvre de l'INDS, l'Initiative nationale de développement social, ainsi que de la politique de lutte contre la pauvreté et de la solidarité nationale. Un fonds de solidarité nationale de 1 milliard de francs Djibouti financé uniquement sur fonds propres, à savoir budget national, dotations accordées par des entreprises publiques et privées, ainsi que des dividendes du port et de Djibouti Telecom a été mis sur pied et a permis d'entreprendre des actions comme, entre autres, le développement de la microfinance avec la mise en place des caisses populaires d'épargne et des crédits, la CEPEC, initiée en 2011. Les CEPEC offrent des services financiers aux personnes qui n'ont pas accès au secteur financier et jouent un rôle important
dans la lutte contre la pauvreté. Elle compte plus de clients femmes que d'hommes et couvre des activités comme l'artisanat, l'agriculture, l'élevage et les commerces. Parmi les actions entreprises par les gouvernements au chapitre des droits de l'homme figure également la lutte contre l'exclusion des personnes handicapées. Le terme même a été banni du langage de l'administration et a été remplacé par personnes à besoins spécifiques. Cette tranche de personnes a été favorisée et a bénéficié d'une attention particulière et d'une politique adaptée. De ce fait, ils participent au même titre que leurs pairs du monde entier aux compétitions internationales et ont remporté des médailles aux dernières compétitions paralympiques de Séoul. Au niveau des médias, précisément à la télévision, les malentendants bénéficient également d'un journal adapté à leurs besoins. Pour ce qui est du logement et pour traiter ces droits constitutionnels de manière efficace, le gouvernement a créé en mai 2011 un secrétariat d'État en charge de la question du logement. Ce secrétariat d'État a pour objectif principal la coordination et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de logement. À ce chapitre, l'État a lancé des vastes opérations de construction des cités, des logements économiques et sociaux clés en main. À cet effet, ces dernières années, plus de 6 000 parcelles de terrain assainis et près de 2 000 logements ont été construits. Sur le plan des droits civils et politiques, le gouvernement de Djibouti a procédé à la mise en place d'une commission nationale indépendante chargée de veiller au respect des droits de l'homme. La commission effectue régulièrement des visites dans les maisons d'arrêt pour s'enquérir de la situation des prisonniers, conformément aux conventions en place. Sur le plan judiciaire, Djibouti a procédé à l'abolition des tribunaux d'exception, tels que la Cour de sûreté de l'État. En matière politique, aux dernières élections législatives, le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République, a opté pour un scrutin proportionnel qui permet une représentation plus large de toutes les sensibilités politiques du pays. C'est ainsi que l'opposition, qui n'a jamais eu la chance d'obtenir des sièges au Parlement avec l'ancien système majoritaire, a pour la première fois de l'histoire obtenu ces sièges à la représentation nationale. Autant d'atouts et de progrès dans les domaines des droits civils et politiques, comme dans l'ensemble des droits fondamentaux et humains. Vous savez tous, comme moi, que dans le domaine des droits économiques et sociaux, Djibouti a réalisé des progrès sensibles, notamment en matière du droit au logement, en matière du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit au travail. Donc ce sont des progrès palpables qui ont été réalisés. Par ailleurs, ça concerne également les droits civils et politiques, dans lesquels Djibouti a fait des progrès importants. Par exemple, des élections sont organisées régulièrement en République de Djibouti. Le multipartisme intégral existe en République de Djibouti. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut sur la situation des droits de l'homme à Djibouti, mais nous avons la conscience tranquille. Nous avons la conviction que la République de Djibouti est un état de droit. La justice, l'institution judiciaire, bien évidemment, respecte les principes du procès équitable. La République de Djibouti a ratifié toutes les conventions internationales en matière de respect des droits de l'homme. Nous avons un code pénal, un code des procédures pénales qui respecte la dignité, l'honneur et la liberté des gens. La société djiboutienne, nous avons en nous cette croyance, bien au-delà des textes, que le droit de l'homme, l'origine des droits de l'homme est conférée par Dieu. Et que ces droits de l'homme, parce que nous sommes musulmans, compte tenu de cette origine divine des droits de l'homme, aucun gouvernement, aucun responsable politique, aucun responsable judiciaire ne peut violer ces droits de l'homme parce qu'ils sont conférés par Dieu. Vous savez, à Djibouti n'est pas parfaite comme tout pays, que ce soit les États-Unis, l'Occident, en matière des droits de l'homme. Mais toujours est-il que la torture à Djibouti, moi, je n'ai pas vu de plaintes qui ont été adressées à la CNDH et des gens qui ont compté. Il est vrai que c'est devenu comme une sorte de sport national de dire à chaque fois que l'on a été arrêté, qu'on a été torturé, et c'est là sans aucune preuve. Et pourtant, Djibouti ne manque pas des détracteurs sur ce terrain des droits de l'homme, où il est souvent facile de véhiculer des fausses informations à travers les réseaux sociaux.
C'est ce qui a amené une organisation comme la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, à être induite en erreur. Dans son dernier rapport, la Fédération internationale des droits de l'homme a fait état des graves atteintes aux droits de l'homme, notamment 2 opposants tués par balle par la police au cours des dernières manifestations. Ce qui fait sourire, signe de sérénité, des nombreux responsables en charge aussi bien des droits de l'homme, de la justice que de la police. Nous sommes formés et équipés pour sauvegarder la vie humaine. Le maintien de l'ordre, c'est pas un combat contre des ennemis. Nous avons géré ces manifestations conformément à notre droit, conformément à nos lois, et nous avons utilisé des moyens légaux. Vous savez, Djibouti est un petit pays. Nous connaissons pratiquement, tout le monde connaît tout le monde. Nous savons, les responsables politiques, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition. Vous ne pouvez pas concevoir à Djibouti que quelqu'un puisse arrêter à quelque endroit que ce soit sans qu'immédiatement sa famille ou son entourage avise l'autorité judiciaire. La ville de Djibouti n'est pas New York. Tout le monde connaît tout le monde et l'information passe très vite dans tout le milieu djiboutien. Quand il y a mort d'une personne, normalement, c'est suivi par l'enterrement, le funérail. Il y a tout, je dirais, un procédé qui est là et qui fait que nul ne peut être enterré sans qu'il y ait funérailles, sans qu'il y ait enterrement, sans qu'il y ait les cérémonies funéraires habituelles. Donc ça s'est reçu et systématiquement à Djibouti, ça aurait créé beaucoup plus de troubles. À Djibouti, il y avait beaucoup de morts. À Djibouti, on enterrait des gens dans la cour des maisons de peur de la police. Tout cela est pratiquement vraiment fallacieux et infondé. Et nous avons dit que cela relève des accusations fantaisistes de la part d'organismes internationaux. Nous n'avons pas comptabilisé aucun mort et également autant d'arrestations qu'ils proclament dans leur communiqué. Nous n'avons pas dans ces pays des détenus politiques à Djibouti. Nous n'avons pas de prisons secrètes. Le magistrat du parquet contrôle de manière permanente la réalité de la détention provisoire dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Ces gens-là, ils essayent de placer le droit de l'homme sur un terrain politique. Mais précisément, ces gens-là ont été condamnés parce qu'ils combattent l'État, parce qu'ils combattent l'État de droit, et parce qu'ils combattent la paix, l'ordre public. Vous savez, donc dans ces conditions-là, naturellement, ces gens-là ont été condamnés parce qu'effectivement, il faut sauvegarder l'état de droit, il faut sauvegarder la paix publique pour qu'on puisse effectivement parler d'état de droit. Quand une manifestation n'est pas autorisée, quand elle est illégale, elle ne peut pas être tenue sur la voie publique. Donc, après sommation, conformément au texte, nous agissons pour le disperser le mieux possible dans le calme. Si ce n'est pas le cas et qu'on n'arrive pas à le faire disperser dans le calme, on utilise la force nécessaire pour le disloquer. Cette force nécessaire n'engage pas des armes à balles réelles. Il n'y a eu aucune balle réelle utilisée. Nous avons des moyens appropriés. J'ai toujours été à la tête de forces engagées pour établir l'ordre. C'est moi-même qui dirigeais sur le terrain, à tel point que mon souci majeur était d'éviter qu'il y ait des bavures. Dieu merci, nous avons réussi à gérer sans occasionner la moindre perte de vie humaine. Le directeur de la police parle en connaissance de cause. Son prédécesseur a été limogé il y a quelques années suite à une bavure qui a fait une victime.
Le directeur de la police nous a expliqué qu'un accident ou une bavure au cours d'une manifestation n'est pas une fatalité, ou encore moins une volonté délibérée de tirer sur la foule. Une bavure peut résulter d'une mauvaise gestion ou d'un mauvais dispositif qui peut conduire, dit-il, à un accident grave ou mort d'homme. Sur ce point, Djibouti n'a jamais caché que dans l'histoire de la police ou de la gendarmerie, on comptabilise 2 accidents de ce type ces 10 dernières années. Dans les 2 cas, des sévères sanctions ont été prises à l'endroit des responsables chargés des opérations de maintien de l'ordre. De plus, les organisations de défense des droits de l'homme ne manqueraient pas de dénoncer, comme cela a été le cas au Bok en début de l'année. Nous avons dénoncé les violences qui ont eu lieu. Nous avons fait des communiqués par le passé, notamment sur les manifestations sur les événements qui ont eu lieu à Obok. On a parlé aussi des événements qui ont lieu dans des brigades de gendarmerie, mais toujours avec des preuves réelles. On dit que la vérité n'est qu'une et n'a qu'un seul langage. En effet, toutes les informations véhiculées sur les réseaux sociaux ont été recoupées, examinées et passées à la loupe pour être déclassées formellement et qualifiées de fantaisistes. Cela s'est passé la semaine dernière à Genève lors de l'examen périodique universel sur les droits de l'homme où notre pays était convié. La délégation de Djibouti à Genève, comprenant notamment le ministre de la Justice, M. Ali Farah Assoué, la ministre de la Promotion de la Femme, Mme Hasna Barkat Daoud, a tenu à mettre l'accent sur les avancées de Djibouti sur cette question. Nous sommes conscients de la somme d'efforts qu'il a fallu déployer pour achever sans faute les premiers cycles de l'EPI et passer au second. Je n'ai aucun doute que ce dernier sera tout aussi fructueux. Durant les 4 années entre les 2 cycles, la République de Djibouti n'a cessé de collaborer et de dialoguer avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme. En 2010, notre pays est devenu État partie à la Convention des droits des personnes handicapées ainsi qu'au protocole facultatif s'y rapportant. Nous avons également ratifié le 2 protocoles additionnels à la Convention des droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Parallèlement et conformément à nos engagements découlant les instruments ratifiés, Djibouti a produit depuis 2009 un nombre important de rapports aux organes des traités et ainsi apuré les retards accumulés durant les années. Les rapports soumis aux organes conventionnels sont le document de base commun en 2010, les rapports sur la Convention contre la torture en 2011, les rapports sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les rapports traits au pacte sur le droit civil et politique en 2011, les rapports relatifs au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Cet immense travail a été réalisé grâce à un programme de coopération avec le système des Nations Unies en général et le bureau régional du Haut Commissariat pour les droits de l'homme en particulier. Ces programmes de coopération régulièrement reconduits depuis 2009 tournent autour de 3 axes. Le renforcement des capacités de la CNDH et de la société civile, la mobilisation sociale sur les droits de l'homme, ciblant aussi bien le grand public que les professionnels chargés de veiller à l'application de la loi telle que la magistrature, la police, la gendarmerie et la garde pénitentiaire. En termes d'implication des femmes dans les divers domaines de développement, la République de Djibouti s'est dotée d'une politique nationale genre pour la période 2011-2021, adoptée sous forme de loi, avec pour principal objectif d'œuvrer à l'instauration de l'équité et de l'égalité du genre, conformément aux engagements régionaux et internationaux traitant des droits économiques, sociaux et culturels des femmes. La mise en œuvre de cette politique permettra à la République de Djibouti de renforcer les droits de la femme, particulièrement en ce qui concerne son intégrité physique et sa pleine participation au processus de développement économique et politique. L'une des mesures prises en application de cette loi fut le renforcement institutionnel du ministère en charge des droits des femmes, dont le nombre de directions a été porté de 3 à 5
afin qu'il puisse être mieux outillé pour mener à bien les missions qui lui sont dévolues. En outre, en collaboration avec les différents départements techniques, comme celui de l'agriculture et les partenaires au développement, des formations à l'agriculture, l'aviculture et la pêche ont été prodiguées à de nombreuses familles en s'appuyant plus spécifiquement sur les femmes. Représentants des pays membres des Nations Unies et ONG ont tous tenu à saluer les efforts et réalisations de la République de Djibouti en matière des droits humains. Ma délégation a pu relever l'amélioration du cadre général des droits de l'homme par l'adoption de mesures qui renforcent ces droits et consolident la garantie des libertés publiques inscrites dans la Constitution sans omettre l'appareil institutionnel s'y rapportant. Cette dynamique positive couvre également les personnes vulnérables. À cet égard, ma délégation note avec intérêt les mesures prises, notamment en faveur des femmes, des enfants et des personnes handicapées. Cela dit, ma délégation souhaiterait formuler les recommandations ci-après. Renforcer les politiques visant la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans les domaines de la santé et de l'éducation. Redoubler d'efforts dans la promotion et la protection des droits des personnes vulnérables. D'abord, nous sommes fiers, en tant qu'Africains, de voir un pays africain comme Djibouti avoir mobilisé tant de monde pour son UPR. Ça veut dire la considération dont jouit Djibouti ici aux Nations Unies et le travail extraordinaire que l'ambassadeur Doualé et son équipe sont en train de faire ici. Et vous avez vu, tous les ambassadeurs africains sont venus et les ambassadeurs de tous les autres pays. Et la présentation de ce UPR par 2 ministres djiboutiens traduit toute l'importance que votre pays accorde à UPR, c'est anglo-saxon, nous on dit EPU, examen périodique universel en français. Et Djibouti, on dit géométriquement très petit, mais diplomatiquement et politiquement géant. Je me présente, je suis Isabelle Bourgeois. Je travaille comme consultante ici pour les ONG, pour plusieurs ONG au Palais des Nations. Et je me réjouis en fait de ce que le gouvernement appuie, c'est-à-dire qu'il veut insister sur l'état de droit. Donc pour moi, en tant qu'ONG, c'est quelque chose d'important. Et aussi cette volonté d'être unis autour d'un idéal commun. Que chaque habitant, citoyen, puisse avoir la jouissance de l'ensemble de ses droits. Bien, j'ai eu le privilège et l'insigne honneur de présider en tant que vice-président du Conseil des droits de l'homme cet après-midi le passage au 2e cycle de l'examen périodique universel de la République de Djibouti. Et ce passage a été une expérience extrêmement exaltante parce que la délégation djiboutienne était dirigée par 2 ministres qui sont au centre de l'action du gouvernement et du pays dans le domaine des droits de l'homme. Ces 2 ministres ont fait des présentations extrêmement importantes, extrêmement riches et montrent que l'expérience de ce pays africain arabe est une expérience réussie dans le domaine des droits de l'homme. En ce sens où les réalisations qui ont été mises en relief touchent pratiquement tous les aspects des droits de l'homme, que ce soit les droits civils ou politiques, que ce soit les droits économiques, sociaux et culturels, que ce soit les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits des personnes handicapées, les droits à l'éducation, donc tous les aspects pratiquement qui peuvent intéresser l'ensemble des franges de la société djiboutienne ont été touchés. Nous avons constaté avec une très grande satisfaction le niveau de réalisation et le niveau de réalisation dans ces différents domaines. Je me félicite très sincèrement des avancées très significatives, des réalisations extrêmement importantes que Djibouti a accomplies depuis la date de son premier examen périodique universel en 2009. Ce sont des avancées qui témoignent de l'engagement de ce pays à améliorer très sensiblement le secteur des droits de l'homme. L'assistance et les membres du Conseil des droits de l'homme
ont souligné la qualité des rapports et la qualité des présentations du rapport qui ont été faites par les deux ministres. Et Djibouti a été salué en matière de droits de l'homme pour les progrès qu'ils ont réalisés, même s'il restait beaucoup de progrès à faire en la matière. Moi aussi, je voulais souligner également que défendre les droits de l'homme n'est pas parler, c'est-à-dire de travers, dans la mesure où nous avons constaté certaines organisations des droits de l'homme, notamment la Fédération internationale des droits de l'homme, avaient parlé des dizaines de morts à Djibouti, des centaines d'arrestations. Nous avons pu rectifier tout cela, même si Djibouti a connu une situation post-électorale assez difficile, et il n'en demeure pas moins que la situation des droits de l'homme ne s'est pas aggravée autant qu'on le dit. Voilà, aujourd'hui, nous sommes satisfaits du travail qui a été fait par la République de Djibouti. Nous demandons au pouvoir public et aux organisations de la société civile de travailler davantage pour promouvoir la promotion et la protection des droits de l'homme en République de Djibouti. Et nous en sommes satisfaits. Au-delà des fantasmes, il y a une réalité palpable qui est vécue au quotidien par tout un peuple qui avance chaque jour sur le chemin des droits fondamentaux, à savoir tout simplement le développement, garantie essentielle du bien-être commun.